Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacré à la notion de liberté. Avant toute chose, je tiens à m'excuser car je me suis rendu compte que j'ai oublié de récapituler les différentes approches que j'ai convoquées autour des notions de morale et de religion à l'issue de ma série de vidéos précédentes. Et je pense que c'est bien d'avoir une synthèse rapide quand on se prépare à une épreuve type bac, ou même plus généralement si on veut avoir une approche rapide pour développer une connaissance très synthétique par rapport aux différentes approches qu'on peut avoir sur ces notions. Donc très rapidement, je fais le point avec vous sur ce que j'ai vu auparavant. Restez bien avec moi, ça ne prendra que quelques secondes. Et je débute ce grand chapitre avec vous ensuite. On a vu que le champ de la morale était lié à la notion de religion et supposait le libre arbitre. Et inversement, la notion de religion peut difficilement être étudiée indépendamment de la morale. Avec Kant, donc, je vous renvoie à la première vidéo consacrée à cette notion. J'ai quand même fait une sacrée vidéo là-dessus. Le titre, c'est Qu'est-ce qu'une bonne action? J'y ai passé du temps, donc ça sera un peu dommage qu'elle soit pas davantage regardée. Donc, on a vu qu'on pouvait distinguer deux critères au fondement même d'un devoir moral, l'universalité de la portée de l'action et le désintérêt. Mais on a vu aussi que tout devoir que l'on s'impose à soi-même n'a de sens qu'en vue d'une éventuelle récompense à venir, et que nous n'étions pas certains de cette récompense. Le paradis que nous fait miroiter la religion, du fait de son caractère potentiellement illusoire, ce qui nous avait amené à considérer un possible relativisme moral, avec Nietzsche, donc vidéo 2 et 3 de ma précédente série de vidéos. Enfin, toute autorité religieuse venant fonder la morale n'ayant de sens que si l'on peut la justifier au niveau rationnel, nous avons vu que celle-ci pouvait être démontrée de manière logique, mais ne pouvait être prouvée par les faits, seulement éprouvée par le cœur. Vidéo 4 et 5 sur Pascal et le caractère intime de la foi. Par conséquent, nous en étions restés à considérer le lien entre religion et liberté au niveau de l'espace public. Et on avait notamment interrogé la notion de mérite liée à la morale chrétienne que le croyant peut avoir à se rapprocher librement de Dieu sans que l'on cherche à conditionner sa foi de l'extérieur. Dernière et sixième vidéo sur Locke sortie récemment. Vous l'aurez compris, interroger nos devoirs à l'égard de notre religion ou bien de l'État, comme s'il pouvait y avoir éventuellement une opposition entre les valeurs de ma religion d'un côté et les valeurs de la République de l'autre, cela revient à s'interroger sur la possibilité d'une unité nationale, problématique qui est plus que jamais d'actualité, il me semble par ailleurs. Mais surtout, cela revient à poser le problème du conformisme. Faut-il renoncer à son individualité pour vivre en commun avec autrui? Voilà ce qui va constituer le point de départ de notre réflexion sur la notion de liberté, mais contrairement à ce que l'on peut attendre, je ne vais pas creuser immédiatement son versant politique. Euh, En effet, si vous passez le bac ou même si vous passez un concours en lien avec une épreuve de dissertation liée à la philosophie et à la notion de liberté, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a deux grands domaines autour de cette notion, qui sont la métaphysique et la politique. Dans le cadre de l'approche métaphysique, on s'interroge généralement en profondeur euh, sur la notion de libre arbitre et on se demande si celle-ci est une réalité possible, que l'on peut ou non démontrer. Et dans le cadre de l'approche politique, on a une réflexion un peu moins abstraite et on se demande quelles sont les limites de la liberté au niveau des lois qui régissent et structurent notre vie quotidienne en tant que citoyen. Mon but dans cette première vidéo va être d'utiliser la philosophie existentialiste de Sartre comme point de départ à mon analyse de la notion de liberté pour montrer que c'est en pensant, un peu naïvement d'ailleurs, l'individu libre au niveau individuel que l'on peut ensuite comprendre son rapport à la société au niveau de sa liberté. Je vais donc m'appuyer ici sur son ouvrage le plus important, L'être et le néant dans un premier temps, et sur la première partie de celui-ci. Avant toute chose, je vous propose de clarifier au niveau conceptuel ce que l'on entend par liberté avant d'examiner la position de Sartre là-dessus. Parce que quand on démarre une notion, qu'on l'étudie, il faut nécessairement poser des définitions qui vont servir de définition générale. Je rappelle que c'est ces définitions-là que vous devez utiliser en début de dissertation. Donc, nous disons habituellement d'une personne libre qu'elle est autonome, qu'elle peut par elle-même faire ce qu'elle veut, sans que son acte soit le résultat d'une contrainte. Penser la liberté humaine, c'est donc penser la possibilité d'agir par soi-même
de son propre chef. La liberté consiste donc à se rendre soi-même cause de quelque chose sans que notre action soit le résultat d'une cause extérieure ou étrangère à notre volonté. D'accord? Pour le dire autrement, être libre, c'est être au principe de son acte. Donc la liberté s'oppose donc à la contrainte, puisque la contrainte relève de la privation de choix qui nous pousse à agir de manière nécessaire et mécanique. Mais contrairement à une idée reçue, la liberté ne s'oppose pas de prime abord, en tout cas, à l'obligation. En effet, être obligé de faire ses devoirs, par exemple, ce n'est pas être contraint de le faire, sinon on peut supposer que bien plus d'élèves prendraient la peine de rendre leurs devoirs en 2021 à leurs profs, puisqu'ils n'auraient pas d'autre choix, justement. Donc si on reprend le problème du conformisme que l'on a esquissé la dernière fois, dans le cadre de notre réflexion sur la laïcité, on peut justement penser que même si l'État nous prescrit de ne pas nous habiller d'une façon ou d'une autre, ou de ne pas faire telle ou telle action, rien ne nous empêche d'enfreindre cette loi. Par ailleurs, le droit constitutif de notre vie commune suppose l'infraction elle suppose leurs propres infractions, puisqu'elle prévoit des peines si jamais elles sont enfreintes. Il y a toujours des sanctions prévues en cadre d'infraction. Donc pour le dire autrement, la loi suppose la liberté humaine et lui donne un cadre ainsi que des obligations et des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. On peut donc se demander si une obligation juridique n'est pas précisément suffisamment dissuasive pour exercer ce que l'on peut vivre comme étant une contrainte interne. Et si par conséquent, vivre dans une société civile, ce n'est pas précisément renoncer à son individualité. Et justement, on va voir que pour Sartre, l'idée de contrainte interne, ça n'a pas de sens du tout. Mais c'est justement ce point-là qu'on va questionner. Vous allez voir. Donc à ce sujet, Sartre se prononce dès la première partie de son ouvrage L'être et le néant. Sartre, qui est un représentant de l'existentialisme français du XXe siècle et qui demeure connu aussi bien pour son travail en tant que philosophe qu'en tant qu'artiste au niveau littéraire. Petit topo rapide sur ce qu'est l'existentialisme. C'est un courant de pensée qui est apparu au milieu du XIXe siècle environ avec notamment Kierkegaard et qui s'est particulièrement développé au XXe siècle en étant également influencé par des bases posées par la philosophie de Hegel et un petit peu celle de Schopenhauer également, même si Sartre se contentera principalement de citer Hegel et de s'inspirer largement de lui sur pas mal de points en enlevant ce qu'il pouvait y avoir de virtuose dans la théorie de ce dernier toutefois, mais je développerai cette critique possible dans une autre vidéo. L'existentialisme est donc une philosophie de l'existence qui s'intéresse à l'individu et à son rapport à ses propres actes. Il part du principe que l'homme est libre et donc responsable de ses actes. Donc vous voyez, c'est très simple comme principe. Que nous dit Sartre, en particulier par rapport au problème du conformisme et au fait de s'oublier en tant qu'individu au sein de la masse sociale qu'est la société. Il nous dit, à l'aide d'un exemple intéressant au demeurant, que c'est l'individu et ses choix qui prévalent sur toute forme de contrainte extérieure et que ce n'est pas parce que nous nous sentons contraints à obéir à un principe que nous le sommes réellement. Cet exemple, c'est celui du garçon de café. Sartre nous dit que ce garçon de café peut se sentir nié dans sa propre personnalité et réduit à sa simple fonction de garçon de café du fait qu'il endosse une fonction sociale et adopte des gestes et une apparence conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de lui lorsqu'il va nous servir le café. Le garçon de café peut avoir l'impression que sa personnalité est complètement effacée par l'image réductrice qu'il doit montrer de lui-même à autrui et par le fait qu'il soit chosifié par ce dernier. C'est-à-dire réduit à un état de chose, c'est-à-dire une chose qui a un but ou une fonction qui est directement liée à une utilité. Réduit à un simple garçon de café, donc alors qu'il est conscient d'être bien plus que ça et que ce qu'il montre n'est qu'une facette de sa personnalité, impossible parmi d'autres possibles qui le caractérisent. Sartre nous dit à ce propos que le garçon de café est donc libre à tout moment de ne plus travailler s'il ne souhaite plus être considéré de manière réductrice et que de cette façon, il fait valoir sa liberté. Pour le dire autrement, même si vous signez un contrat de travail et endossez une fonction sociale, vous restez libre pour Sartre de ne plus adopter les principes auxquels vous avez adhéré précédemment. Ce que Sartre nomme la mauvaise foi, et qui est un concept central dans sa philosophie, c'est le processus de déresponsabilisation auquel nous avons recours pour fuir le poids de notre responsabilité.
quand on dit ah c'est pas ma faute ou j'étais pas moi-même. Bon, il y a plein d'expressions dans le langage qui renvoient à ce que Sartre appelle la mauvaise foi, en confondant contrainte et obligation justement, en considérant que nous n'avons pas le choix de continuer à faire telle ou telle chose parce que nous y sommes tenus obligés. Mais justement, dans tous les cas, nous ne sommes que obligés de le faire et nous sommes libres de ne pas respecter telle ou telle obligation en affirmant ainsi ce que nous estimons être notre réelle personnalité. Évidemment, Sartre nie totalement qu'il puisse y avoir un déterminisme suffisant pour empêcher notre liberté de s'exprimer. On pourrait facilement lui rétorquer que je ne vais pas laisser tomber mon job du jour au lendemain, si celui-ci ne me plaît pas ou plus par exemple, car je suis déterminé par un instinct de conservation qui me pousse à tout faire pour subvenir à mes besoins, même si je n'ai pas forcément envie de faire telle ou telle chose. Mais bon, pour Sartre, ce que vous vivez comme une contrainte psychologique ou comme un conditionnement ne relève que de vous-même. C'est vous qui fuyez votre propre liberté, car vous avez peur de vos responsabilités et des conséquences de vos actes. Vous vous rappelez, hein, dans la vidéo sur Nietzsche, Nietzsche disait qu'il faut absolument concevoir l'homme libre pour lui mettre des responsabilités sur le dos. Ah bah, Sartre, c'est exactement ça, hein. On pourrait dire que c'est un théologien qui aurait juste supprimé Dieu dans sa pensée, hein. C'est un peu la même idée. On pourrait quand même rétorquer à Sartre qu'il est un peu simpliste et lui dire qu'à partir du moment où l'on fait des choix et où l'on endosse certaines responsabilités, il est d'autant plus difficile de changer d'habitude ou de désobéir à un principe que l'on s'est efforcé de suivre durant un certain temps. Mais pas de panique, Sartre a la réponse et il va recourir à un tour de passe-passe assez extraordinaire qui va lui permettre de court-circuiter, au moins en apparence, toute forme de déterminisme grâce à ce qu'il nomme le choix originaire. C'est vraiment spécial comme idée, hein, je vous préviens. En gros, pour Sartre, c'est vous qui vous choisissez originellement. Vous choisissez en tant qu'individu, hein, qui possède tel prénom, telle personnalité. Donc, vous choisissez tel que vous êtes, et c'est ce premier choix qui va conditionner tout ce que vous entreprenez ensuite, y compris concernant le métier. Si on prend l'exemple de l'alcoolique pour changer un peu du garçon de café, on passe du serveur à un client potentiel en somme, celui-ci peut dire que quand il a posé ses mains sur la fesse de telle personne euh, ou proféré telle ou telle insulte à l'égard d'une autre, il n'était pas lui-même car il était sous l'emprise de l'alcool. Eh bien pour Sartre, non seulement il est entièrement responsable de ses actes parce qu'il a décidé originellement de boire, mais en plus de ça, il est originellement responsable du fait d'être alcoolique parce qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est choisi en tant que personne développant potentiellement une dépendance à l'alcool. Donc pour Sartre, quoi qu'il arrive, vous avez toujours le choix, c'est pas trop compliqué à comprendre à ce niveau-là, étant donné qu'il n'y a pas, enfin, il y a guère de nuances, hein, on va dire. Mais si on vous fout même si on vous fout un flingue sous la tempe, vous n'êtes jamais aussi libre qu'à ce moment-là, d'après lui, car vous pouvez affirmer votre libre arbitre en choisissant librement de mourir plutôt que d'obéir à celui qui vous menace de mort. Alors évidemment, tout ceci est très contestable et Sartre prend la peine de développer des contre-arguments possibles à diverses objections qu'on pourrait lui faire. La première objection qu'on peut faire à Sartre, c'est faut quand même pas exagérer. On n'est pas libre de manière radicale car on ne peut pas tout faire. Je peux vouloir une chose mais ne pas parvenir à la réaliser et échouer lamentablement. Notre liberté n'est pas toute puissante. Bon, ça c'est l'objection qui est peut-être encore la plus faible des deux parce que le contre-argument possible est facile à trouver. Mais la deuxième objection possible, à mon avis, elle est déjà plus musclée. On pourrait seulement dire à Sartre que le libre arbitre n'existe pas, comme il l'a été démontré à de multiples reprises avant lui dans l'histoire de la philosophie, ou en tout cas qu'il est possible qu'il n'existe pas, et que par conséquent, il a bâti sa théorie sur ce qui reste, dans le meilleur des cas, une simple croyance. À la première objection, Sartre répond deux choses qui sont effectivement pertinentes. Il répond qu'il existe effectivement ce qu'il nomme des coefficients d'adversité, des facteurs qui rendent plus difficile à réaliser ce que nous entreprenons. Si on a un peu moins de chance que Sartre et que l'on ne naît pas dans un milieu aisé de Paris par exemple, pour autant, des facteurs extérieurs à notre liberté rendant la réalisation de nos projets plus difficiles ou impossibles ne suppriment pas notre liberté de choix. Par exemple, pour Sartre, un déterminisme de type social, bon, effectivement, ça rend d'autant plus difficile d'arriver à ses fins,
mais ça supprime pas pour autant le choix que vous faites de poursuivre telle ou telle voie. En effet, c'est pas parce que je me trompe sur ce que je peux parvenir à accomplir réellement que je ne suis pas libre de vouloir une chose au lieu d'une autre pour autant. Par exemple, nous dit Sartre, si je ne peux pas soulever un énorme rocher qui se trouve sur mon chemin, je peux tout aussi bien ne plus vouloir le considérer comme un obstacle et vouloir le considérer comme quelque chose que je vais escalader pour admirer la vue. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que l'on peut se tromper quand on choisit quelque chose que l'on n'est pas libre pour autant initialement. Ça, c'est assez évident et imparable. En revanche, sa réponse à l'autre contre-argument est, à mon avis, plus contestable, dans le sens où il ressuscite le rationalisme de Descartes et veut prouver l'existence du libre arbitre en partant de l'expérience immédiate de la liberté. En effet, Descartes disait au début de ses principes de la philosophie que l'on est libre car on se sent libre lorsque l'on délibère et que l'on exerce sa propre volonté. Donc on est libre parce qu'on a le sentiment intime de l'être et que l'on se sent libre, hein. Bon, Descartes, il partait vraiment de cette expérience intime de la liberté, du fait que on délibère et on fait l'expérience de la délibération. Bon, mais ça reste encore assez superficiel, d'autant plus que ça se passe dans la sphère de l'intime, donc c'est pas une preuve matérielle. Bon, Sartre ne va pas beaucoup plus loin, il va seulement reprendre une idée fondamentale que l'on retrouve chez d'autres auteurs existentialistes. Vous pouvez retrouver ça chez Kierkegaard, on retrouve aussi même ça d'ailleurs d'une certaine manière chez Heidegger, à savoir celle de vertige de la liberté. Donc en gros, j'ai tellement peur de mes possibles, de tout ce que je pourrais hypothétiquement entreprendre avant même de la faire. Oui, enfin, oui, juste cette idée de vertige de la liberté, évidemment, Sartre l'a fait quand même sienne de sa manière à lui. C'est pas exactement la même chose très précisément que les deux autres auteurs que j'ai évoqués, mais il y a quand même des ressemblances. J'ai pas le temps de les détailler, mais je le ferai une prochaine fois. Donc, de tout ce que je pourrais hypothétiquement entreprendre avant même de le faire, eh bien, je peux en avoir peur. Ça prouve pour Sartre que je suis bien libre et que le libre arbitre à partir duquel je considère tel ou tel choix possible existe. Sartre prend un exemple un peu curieux, il dit que s'il passe près d'un précipice, le sentiment de vertige qui est insoutenable vient précisément du fait qu'il s'anticipe en train de tomber dans le précipice parce qu'il envisage comme possible de pouvoir s'y lancer. On pourrait objecter à Sartre qu'à moins d'être véritablement suicidaire, un individu qui possède une bonne santé mentale ne songera jamais à se lancer dans un ravin, même hypothétiquement, mais bon, je reviendrai sur ce point plus tard en l'approfondissant, rassurez-vous. Bref, tous ces exemples et ces arguments pour défendre l'idée que l'homme est libre et responsable de ses actes, puisqu'il se crée lui-même à partir de ses propres actes. D'où la célèbre citation de Sartre que l'on retrouve dans son existence. L'existentialisme est un humanisme, bien moins pertinent par ailleurs que l'être et le néant, du fait qu'il ne s'agisse que d'un regroupement de notes d'une conférence. Donc cette citation, c'est l'existence précède l'essence. Situer l'existence avant l'essence revient à soutenir une position qui est non essentialiste par définition, puisqu'il s'agit de définir l'individu uniquement par la somme de ses actes sans rapport avec quelque chose d'inné chez ce dernier. Donc cette idée selon laquelle on ne peut définir l'individu que par ses actes, on la retrouve notamment chez Hegel, j'en reparlerai peut-être une autre fois. Mais bon, en tout cas, ça c'est vraiment une idée qui est fondamentale dans toute pensée existentialiste. Pour Sartre, rien n'est figé à l'avance ou inscrit à la naissance. Vous pouvez toujours être autre chose que ce que vous êtes et l'essence, ce qui est stable et qui demeure, hein, à l'opposition de l'existence qui possède une dynamique et qui est en mouvement. Donc ce qui demeure de manière substantielle vient après, contrairement à ce que dirait l'essentialisme. Ça vient après parce que l'existence, c'est vous qui décidez à un moment donné, dans votre existence, c'est vous qui décidez à un moment donné de rester le même et de vous en tenir à un seul possible parmi d'autres. J'ai choisi d'être garçon de café et c'est moi qui choisis en dernier recours de le rester ou pas. Vous voyez, c'est très simple à comprendre, je pense. Bref, l'homme est condamné à réinventer l'homme en permanence et l'existentialisme est un humanisme pour Sartre parce qu'à chacun de mes actes, je montre un certain aspect de l'humanité et ce que je vais faire aura des conséquences à l'échelle de celle-ci.
Je suis donc libre et responsable de mes actes à l'échelle de l'humanité entière. Et pour Sartre, à chaque acte, c'est l'humanité que j'engage en montrant justement un exemple. C'est beau, hein? Bon, maintenant, on va voir quelles limites ou objections on peut encore formuler à tout ceci. Un point que je trouve problématique, bon, évidemment, on peut toujours en débattre si vous le souhaitez, mais un point que je trouve problématique dans l'approche de Sartre, et ce n'est que mon avis, mais quand même, je trouve ça un peu étrange, c'est qu'il y ait un acte originel, je le rappelle, hein, par lequel l'homme puisse se créer en tant que tel ou tel individu. Je sais pas pour vous, mais à aucun moment, en recourant à ma mémoire, je ne parviens à isoler un choix qui soit plus décisif que les autres dans l'élaboration de ma personnalité. Si on ne peut pas clairement identifier le choix originaire dont parle Sartre, hein, le choix que vous avez fait vraiment à un moment vraiment de votre existence et qui vous a constitué dans votre personnalité, et ben si on peut pas isoler ce choix-là, si on n'y arrive pas, et si parmi toute la série des choix qu'on a fait, on peut pas l'isoler et clairement l'identifier, bah toute sa théorie s'effondre, ou au moins en grande partie. Donc déjà, bon, il y a au moins ça qui est problématique, mais bon, ça encore c'est une remarque personnelle et un détail. Le point qui me paraît déjà plus évident à voir, c'est que même si j'ai le vertige des possibles lié à ma liberté, vous vous rappelez que pour Sartre, le fait qu'on anticipe, le fait de pouvoir se lancer dans un ravin, du fait qu'on ait le vertige, c'est une transposition du vertige des possibles. Je sais que je pourrais faire telle ou telle chose qui serait dangereuse, voire mortelle, et ce poids de la responsabilité et de tout ce que je pourrais entreprendre via ma liberté me prouve que la liberté existe, hein. Donc, mais il n'empêche que jamais je ne ferai le choix de me jeter dans un ravin, à moins de vouloir me suicider justement. Donc, moi je pense que l'exemple que prend Sartre, il est quand même, il est biaisé parce qu'il est envisagé d'un point de vue existentialiste, sauf que mécaniquement, il y a quelque chose en principe qui fait que vous allez pas vous jeter, dans un ravin de toute façon ou que, enfin, il y a quand même un mécanisme de conservation qui œuvre à notre insu, que le veuille ou non Sartre, et qui est plus fort que toute autre chose. Certains me rétorqueront: «Ouais, mais justement, tu vois bien que l'on peut vouloir aller à l'encontre de cet instinct et se suicider, ce qui prouve bien que l'on est libre jusqu'au bout et que c'est Sartre qui a raison». OK, mais pourquoi celui qui va à l'encontre de son instinct de conservation en se suicidant, en passant, si on étudie un peu Schopenhauer, on se rend compte que ça n'a pas forcément de sens d'opposer les 2, mais passons. Pourquoi est-ce que celui qui fait ce choix-là, eh ben, il se suicide justement? Parce qu'il a identifié le suicide comme ce qu'il voulait réellement faire et a pris ce dernier comme une bonne chose. Or, on peut dire que nous sommes absolument... Est-ce qu'on peut dire justement qu'on est absolument libre de vouloir ce que l'on veut, justement? Étant donné que nos choix et les actes qui s'ensuivent procèdent d'un jugement en lien avec une préférence et une évaluation, bah, c'est comme ça qu'on délibère, hein, vous et moi, hein, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire ça parce que je préfère faire ça, et puis aussi parce que je pense que c'est mieux. Bon, vous voyez, il y a quand même un système de valeurs qui préside à la délibération, et ça, bon, on peut pas l'enlever. Donc peut-on dire que rien d'extérieur à nous-mêmes n'interfère dans le choix que nous ferions de nos préférences ou de ce que nous jugeons bien ou mal de faire? Je rappelle qu'évidemment, pour Sartre, c'est vous qui choisissez vos préférences, puisque c'est vous qui vous choisissez vous-même en tant qu'individu. Bon. Donc vous voyez, l'approche critique que je vous propose, elle se situe pas du côté de l'existence du libre arbitre, pour le moment en tout cas, mais plus de la manière dont nos décisions sont prises. Si un choix ne vient pas de la seule liberté de la volonté humaine, alors cela n'a pas de sens de dire que l'homme est entièrement responsable de ses actes. La prochaine fois, on examinera ce point en nous demandant si nos actions peuvent être influencées par une connaissance ou une méconnaissance de ce que nous estimons réellement bien ou non pour nous, et si la volonté humaine peut être conditionnée de l'intérieur sans même que nous nous en rendions compte. Est-ce que, il y a quelque chose qui échappe justement, au choix que l'on fait, de soi-même ou, de nos propres actions? Nous nous demanderons donc si nous voulons réellement ce que nous voulons, dans la mesure où la raison de nos choix est éclairée par des motifs, où le sujet ne se donne pas nécessairement à lui-même les propres motifs de ses actions. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.